Bienvenue dans PAF. PAF, déjà de numéro 5. PAF, vous savez, ce sont des débats sur des sujets d'actualité avec une bande et aujourd'hui avec une nouvelle venue. Sephora Namani, bonjour. Bonjour Patrice. Comment ça va? Ça va bien, très heureuse d'être parmi vous. Ben, on est très heureux de vous accueillir. Vous êtes étudiante à l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Vous êtes en quoi? En master? En master 2 métiers de la culture, administration culturelle publique et privée. Voilà. Alors on dit, vous savez qu'on dit beaucoup que la culture dans les villes nouvelles, enfin avec la désindustrialisation, a remplacé un peu l'industrie. Maintenant, on fait plus que de la culture, on fait plus d'industrie, mais enfin c'est comme ça. Enfin, bonne chance et merci d'être avec nous en tout cas. À côté de vous, je vous présente Mustapha Larbaoui, que vous connaissez évidemment, puisque c'est le président du football club de Trappes et qui est aussi pharmacien à ses heures perdues. Bon, comment ça va? Ça va bien, merci. Ouais, bonne semaine. Très bien, très bien. Ouais. Ouais. L'actualité est riche, on a plein de choses à se dire aujourd'hui. Bah donc oui. je vais bien. Ouais. Bon, tant mieux. Et bienvenue à Sephora. Jean-Luc Madec, bonjour. Bonjour Patrice. Ça va? Super bien. La commanderie des Templiers se porte merveilleusement bien. Oui, on travaille bien, on a beaucoup de clients fidèles. C'est bon signe pour un restaurateur. Et alors, un mot quand même sur le groupement national des indépendants, dont vous allez devenir le trésorier national. Oui, absolument. Donc, c'est un énorme groupe d'hôteliers, de restaurateurs, de cafetiers, de brasseurs, de traiteurs, de discothécaires qui se rassemblent, puisqu'en fait les syndicats étaient un peu éparpillés, ce qui est hélas un fléau français. Et là, enfin, tout le monde se regroupe au sein de ce groupement national. Et ça va faire du bruit, c'est plus de 20 000 entreprises, que des indépendants, avec des personnalités fortes, évidemment, c'est toujours comme ça chez les petits patrons, et tant mieux, c'est une bonne chose, mais ils ont besoin maintenant d'être entendus d'une seule voix. Et pour ce qui me concerne, je travaille dans le syndicalisme depuis une bonne trentaine d'années, donc c'est pas un milieu inconnu pour moi. Là maintenant, je prends les rênes de la trésorerie de ce groupement. Je pense que nous allons avoir aussi des choses à dire dans un métier qui, aujourd'hui, est en révolution à la fois chez les hôteliers et chez les restaurateurs. Faites attention, parce que les trésoriers, c'est eux qui prennent quand ça se passe mal. J'assumerai, mais non, là, on va faire propre, très propre. C'est essentiellement des métiers de bouche. Essentiellement des métiers de bouche, mais comme nous n'avons pas voulu associer au groupement national des indépendants le mot hôtelier restaurateur, c'est ouvert, je dirais, à l'ensemble des organisations professionnelles qui représentent les petites entreprises TPE, PME dans des activités diverses et variées. Pour l'instant, nous sommes très axés hôtellerie-restauration, mais nous accueillerons avec grand plaisir toutes les autres organisations artisanales pour la plupart, et pas seulement dans les métiers de bouche d'ailleurs. Est-ce que vous prenez des éditeurs, par exemple, non Eh bien oui, parce que je sais que Jean-Charles est un éditeur indépendant. Absolument. Et que lui aussi, il a la difficulté de l'indépendant face au grand groupe, Jean-Charles. Voilà. Et les éditions La Joanie, justement, oui, c'est un vrai pari de remonter une maison d'édition il y a plus d'un an maintenant. Tout le monde trouve que c'est un peu gonflé, mais en tout cas, c'est passionnant. C'est vrai que c'est un peu compliqué par moment au point de vue financier, parce que c'est un métier difficile économiquement, mais un petit peu comme tout en ce moment. Enfin, tu parlais de révolution. C'est vrai que c'est aussi une révolution entre les librairies, les petites librairies qui ferment, les grosses librairies qui s'ouvrent. Est-ce que le livre va survivre? Voilà, moi je suis très optimiste en tout cas. Le livre va sûrement survivre. Et on parlera d'un des livres que vous publiez tout à l'heure, puisqu'on parlera des commémorations de la guerre de 14, et vous publiez un très très joli livre, notamment de photos, dont on parlera tout à l'heure. Sephora, est-ce que vous avez vu le tigre à l'université? Non, il est où? En Seine-et-Marne, je crois. Oui, alors je ne sais pas s'il se dirige pas parmi nous. Non, je ne l'ai pas encore vu, mais il paraît qu'il ne serait dangereux que s'il a très faim. Ah, donc, oui, mais il va finir par avoir faim. Il y a 10 jours avant qu'il ait véritablement faim. Oui, c'est ça. Parce que d'abord, un tigre, ça dort 15 heures par jour, ou entre 15 et 20 heures par jour, et ça peut manger une fois tous les 10 jours. Donc s'il a mangé avant de partir, on est totalement tranquille. À mon avis, dans un biotope à peu près raisonnable, il peut rester effectivement, sauf que là, il est un peu traqué quand même. Il y a un peu de bruit autour, donc il devrait bouger. Oui, mais il devrait bouger un peu. Il devrait donc s'affamer un peu plus rapidement. Il y a beaucoup de chats, de chiens. Ce qui est très étonnant, c'est qu'on ne sait pas d'où il vient. Qui est-ce qui a des tigres comme ça Alors, pour le coup, Patrice, moi, ce qui me vient à l'idée, c'est que je pense aux propriétaires. Alors, ça peut être un zoo, ça peut être... A priori, ce serait répertorié quand même. Personne ne se manifeste. C'est un zoo, a priori, ils doivent connaître leur population. C'est ni un zoo, ni un cirque. Ça peut être un propriétaire. C'est uniquement un particulier. Donc, ça serait un clandestin. Un clandestin. Moi, ce que ça m'inspire, c'est que... récemment, j'ai perdu mon chat. Et voilà, je suis resté 48 heures sans le voir. Je vous garantis que ça fait drôle. Donc je pense aux propriétaires du tigre
qui doit être à peu près dans cet état-là. Mais plus sérieusement, mais je pense aussi aux gens... Il ne peut gens... peut-être pas se manifester parce qu'il n'a peut-être pas le il droit peut pas se d'avoir un tigre. manifester, voilà. Mais plus sérieusement, je pense effectivement aux populations autour. C'est flippant quand même. J'ai très peur parce qu'on a photographié la semaine dernière le monstre du Loch Ness à nouveau. Oui. Donc ça veut dire qu'il est sorti une fois de plus du lac là-bas en Écosse. Et vraiment, ça fait peur. Si jamais la bête du Gévaudan revenait, vous imaginez, déjà dans le bordel politique dans lequel nous sommes, si on voit la bête du Gévaudan, au secours. Déjà qu'on a peur un peu de tout, oui. Là, ça va être terrible. Le tigre est tranquille, il n'y a plus de grenade offensive. Oui, c'est vrai, oui. Il a une petite Grâce chance aux s'en ministres de sortir. l'Intérieur, maintenant, oui, c'est interdit. Alors, on va passer quand même à une sorte d'exploit, qui est un exploit européen, qui est donc Rosetta. Et Versailles-Saint-Quentin, d'ailleurs, n'est pas étranger à cet exploit, puisque l'Observatoire de Versailles-Saint-Quentin a participé à la fabrication de Rosetta. Ils étaient tous réunis, d'ailleurs, le jour où Philae est arrivé sur la comète. On va regarder ce sujet, puis on en parle après. Enfin, Philae s'est posé sur Tchouri. 20 ans qu'il l'attendait. La mission est approuvée par le comité de programme scientifique de l'ESA en 1993, mais Rosetta n'est lancée que le 2 mars 2004. Ici, à Guyancourt, cet atterrissage est marquant. Le premier sentiment, c'est l'émotion de voir une entreprise qui était singulière et qui était la première de ce type-là réussir. Une récompense des gens qui ont travaillé depuis très très longtemps et qui là voient le fruit se réaliser de leurs efforts. Et puis donc voilà, mis en lumière le travail des gens sur cette mission qui est emblématique. Le LATMOS, Laboratoire Atmosphère Milieu Observation Spatiale, a participé à l'élaboration de 7 des 20 instruments présents à bord de Rosetta et Philae, et notamment CONSER, un sondeur présent sur l'orbiteur et sur le robot. C'est un travail international, donc toutes les données seront échangées entre les gens qui sont impliqués. L'enjeu pour nous, c'est de comprendre comment s'est constituée une comète et après, quels sont les gaz qui s'échappent de cette comète et qui la composent, pour effectivement comprendre quel a pu être le rôle de ces objets. L'atterrissage n'a pas été parfait. Philae a finalement rebondi pour atterrir à 1 km de sa cible et n'a pas réussi à déclencher ses harpons. Il se trouverait sur une pente fortement inclinée, le manque d'ensoleillement pourrait aussi écourter son fonctionnement. Mais pour le moment, le robot fonctionne bien, l'aventure doit se conclure le 31 décembre 2015. Voilà, donc c'est un exploit européen, il faut le signaler, c'est pas si courant. Et d'ailleurs, c'est très amusant parce que la NASA reçoit plein de lettres de félicitations qui reroutent vers l'Europe. Qu'est-ce qui vous fascine dans cet exploit technologique, Jean-Charles ? Eh bien, avant toute chose, au-delà de la technologie, il y a le rêve absolu. C'est-à-dire qu'on va se poser sur quelque chose qui a 4 milliards d'années ou 4 milliards et demi d'années, à 510 millions de kilomètres. C'est véritablement le rêve humain. C'est-à-dire que tout le monde a dit que c'était aussi bien, aussi important que l'homme qui marchait sur la Lune. Je crois quand même pas. Mais c'est absolument extraordinaire. Et quand on a annoncé il y a quelques années qu'il n'y avait plus de grands programmes européens, qu'on n'irait pas sur Mars avant 2050, qu'on ne retournerait jamais sur la Lune, etc., je trouve que tout s'était un petit peu éteint. Et là, tout d'un coup, il y a une part de folie parce qu'envoyer un truc sur une comète, c'était ça permet quand même de savoir. Non, mais c'était extraordinaire, mais c'est parti il y a 10 ans. Mais au-delà, les scientifiques vont bien évidemment trouver des tonnes de choses. On va expliquer les mystères de l'univers, de la création de la Terre. Ça, c'est extraordinaire. Puis effectivement, c'est génial parce que c'est un truc européen. Et pour une fois, l'Europe fait quelque chose d'absolument inattaquable. On peut qu'être baba très fort là-dessus. Dans cette réussite. C'est fabuleux. Mais la part de rêve est extrêmement importante. Je pense que même pour les jeunes. D'ailleurs, c'est un dossier qui prouve la bonne gestion de l'Europe, parce que je me suis amusé à faire un petit calcul. On est à 500 millions de kilomètres de la Terre. 510 millions. 510, voilà. Sauf que pour y arriver, c'est pas une ligne droite, donc il a fallu faire des tours et des détours. Je crois qu'on doit être à 6 milliards de kilomètres. Le programme doit coûter à peu près 1,5 milliard d'euros. Au frais kilométrique, je trouve que c'est bien géré.
Voilà, mais à part ça, c'est vrai que vous pourriez essayer de laisser ça au trésorier. Hein. Mais c'est vrai que pour une fois, on ne peut pas dire que l'argent de l'Europe ait été mal dépensé, parce qu'on est à 0,20 centimes du kilomètre. C'est une aventure qui a coûté 20 centimes par an et par Européen. C'est rien. 20 centimes par an par personne. En revanche, oui, c'est formidable. C'est vraiment ridicule. En revanche, c'est vrai que c'est un véritable exploit technologique. Alors ça a commencé il y a 20 ans, elle a été envoyée il y a 10 ans. Et finalement, on découvre des choses absolument extraordinaires, mais c'est surtout que ça ouvre un champ d'interrogation supplémentaire. C'est-à-dire que ça fait 20 ans qu'on travaille dessus, donc on ne s'interroge plus sur la manière d'y aller, on l'a prouvé. En revanche, à partir de maintenant, il y a tout un champ de questionnement qui s'ouvre, et c'est ça qui me fascine aussi. Au-delà de la technologie, alors, par rapport à la technologie, rien n'est jamais fini. C'est quand même le meilleur drone qu'on ait pu utiliser, parce que des drones, on en a vu ces derniers temps se balader, on ne sait pas trop qui les manipulait. Là, c'est un véritable drone qu'il faut quand même manipuler avec 20 minutes de temps de réaction à l'aller et au retour, à 500 millions de kilomètres. Voilà, donc je pense qu'il y a quand même de l'espoir sur ce qu'on est capable de faire ici aussi sur cette planète. Rêver, quoi. Voilà. Et troisième point, c'est l'infiniment grand qui est très intéressant d'observer. Ça ouvre le champ des possibles, mais en même temps, ça me fait penser qu'il y a aussi l'infiniment petit sur lequel on réfléchit aussi, et je pense qu'il y a une contribution de cette aventure spatiale. Je pense que les technologies de l'infiniment grand peuvent servir également l'infiniment petit. Je pense à Ebola, par exemple. Ça m'a fait penser que, aller s'accrocher sur une comète, c'est un peu comme un virus qui vient s'accrocher sur une cellule et qui vient comme ça s'arrimer. C'est le même processus que le processus viral. L'art de dépoétiser quelque chose. J'ai associé l'infiniment grand à l'infiniment petit. On ne lui transmet pas une maladie à la comète. J'en sais rien. En l'occurrence, on va peut-être chercher des remèdes aussi sur la Terre. C'est-à-dire que c'est pas simplement très loin. Oui, c'est aussi très près de nous. Ça nous concerne, et tout ce qui est développé en technologie pour l'infiniment grand va servir à l'infiniment petit, donc à nous humains sur Terre. Voilà, c'était ça. Sephora, ça vous fait rêver ? Ça me fait rêver d'autant plus que je sais que Philae a hiberné pendant 3 ans. Donc il y avait un vrai doute. On ne savait pas trop si ça allait fonctionner ou pas. Et ce qui est assez fantastique, c'est justement on va pouvoir comprendre l'origine de la création de la Terre, parce que c'est très bien expliqué. C'est une forme d'avancée sur la préhistoire du système solaire. Et on va peut-être savoir ce qui nous attend. Alors, si on arrive à décoder ce qui s'est passé avant, ça nous permettra de... J'ai vu qu'il y avait beaucoup de candidats qui voulaient aller sur Mars. Est-ce que vous, par exemple, ça vous ferait rêver vous seriez candidate pour aller sur Mars si c'était possible ? Je serais assez candidate, oui. Voir ce qui se passe au-delà des frontières terrestres. Parce que là, c'est un voyage. Hein. Moi, je suis candidat que pour la barre glacée. Hein. Franchement, je parle chocolaté. Mais là, franchement, non, c'est pas mon truc. Sur Mars, Jean-Luc ? Sur Mars, il fait chaud. J'aime beaucoup ce que vient de dire Mustapha à travers l'espace. Et effectivement, on ne se rend pas compte que le système solaire dans l'univers n'est qu'une poussière. Et d'envoyer un engin comme ça dans le système solaire à 500 millions de kilomètres, c'est assez extraordinaire. Moi, je reviendrai aussi à l'espace-temps. Est-ce que vous savez, je vais être très court, si vous prenez un calendrier du 1er janvier au 31 décembre, l'être vivant n'arrive sur Terre que le 31 décembre vers 21h. Ah oui, c'est très tard, oui, absolument. L'être humain, qui a 100 000 ans, n'arrive sur Terre que vers 22h30, à l'échelle du calendrier. Vous imaginez, la Terre a 5 milliards d'années, on prévoit son extinction dans 5 milliards d'années. Et là, en un espace-temps très très court, des hommes, dont la naissance vous a été évoquée à la dernière émission par Robert Cadalbert, qui sont nés grâce à une centrale nucléaire naturelle, extraordinaire, qui a accéléré la génétique. Là, d'un seul coup, on se retrouve, nous, à pouvoir maîtriser une petite partie, mais quand même, de 1, l'espace, 2, l'espace-temps. C'est juste extraordinaire. Alors, moi, je suis comme Jean-Charles, je me dis, quel rêve incroyable, mais combien de temps cela va-t-il durer? Et surtout, est-ce que ça va nous donner la sagesse de protéger notre planète? Mais c'est vrai qu'il y avait longtemps peut-être que la science ne nous avait pas fait autant rêver. Hein. Absolument. Alors, on va passer à des choses qui sont un peu moins, qui nous font peut-être un peu moins rêver. C'est l'actualité politique. D'abord, il y a eu hier un combat de titans qui s'est soldé par la victoire de Jean-Christophe Lagarde sur Hervé Morin à la présidence de l'UDI. En fait, on en parle assez peu, alors que le centre, c'est assez amusant, parce que le centre, au fond, c'est en gros ce qui gouverne la France, et c'est jamais représenté
très fortement politiquement. Non, vous ne trouvez pas? Oui, c'est comme vous le disiez de façon très amusante, un combat de titans. Enfin, personne n'en a entendu parler. On ne sait même pas qui a voté, comment, on sait même pas comment, à quelle occasion. Il y a eu beaucoup de triches dans les votes. Pour un parti de notables, ça la fout mal. Il y a 1500 voix d'avance pour l'un. C'est extrêmement curieux. Alors après, ça doit un petit peu faire les affaires de Juppé, parce que comme lui va se positionner au centre, d'avoir un centre qui est aussi peu... Oui, encore que Lagarde dit qu'il veut se présenter au présidentiel. Oui, mais enfin bon, c'est pour faire monter la pression. C'est comme quand les écolos disent qu'ils veulent se présenter aussi. C'est pour avoir un bon poste. Voilà. C'est pour être... Oui, pas plus, vous n'y croyez pas. C'est d'ailleurs triste de voir ça, parce que très honnêtement, j'ai du respect pour M. Lagarde, autant que pour M. Borloo. Maire de Drancy. Absolument. M. Borloo qui a créé un vrai mouvement et qui avait... Mais il y avait une personnalité avec Borloo, absolument, qui a peut-être plus avec une vision d'homme Lagarde. d'État, c'est incontestable. Maintenant, ce qui est sûr en France, c'est que nous sommes dans un clivage gauche-droite, que le centre n'existe pas, que la seule personnalité crédible au centre, c'est François Bayrou, et que M. Lagarde à côté de M. Bayrou, c'est comme une puce à côté d'un éléphant. Donc, à un moment donné, il va falloir... Donc, c'est bon pour Bayrou. Je pense que c'est bon pour Bayrou, qui s'associera probablement avec Juppé, mais pour l'instant, on n'est pas Madame Soleil, ni les uns ni les autres, on verra bien. C'est surtout que, pour faire référence au sujet d'avant, on a parlé de force gravitationnelle pour faire des mouvements en politique. Il en faut aussi. Voilà, donc c'est un vrai combat de titans. C'est vrai que ça n'a pas fait beaucoup de bruit pour autant. Mais c'est vrai que la droite a toujours pensé qu'elle pouvait gouverner sans la gauche ou probablement sans les pauvres. La gauche a probablement pensé qu'elle pouvait gouverner sans la droite et probablement sans les entrepreneurs. Peut-être que le centre a oublié de penser qu'elle pouvait gouverner sans la droite et sans la gauche. Et là, c'est plus égocentrique que centré. C'est plus des batailles d'ego que des batailles au centre. Voilà, moi, c'est ça que ça m'inspire. En même temps, c'est vrai que pourtant la France est gouvernée au centre. C'est ça qui est extraordinaire. Il n'y a pas de parti qui représente le centre. Mais c'est le centre qui décide, au final. Est arbitré au centre, voilà. C'est vrai, sauf que c'est le but. Vous avez suivi cette élection de Oui, j'ai suivi. Alors, c'est plus un constat de fond, ça tient de la palissade, mais c'est vrai qu'on cherche perpétuellement à cliver. Lorsque vous regardez les débats à l'Assemblée nationale, on est vraiment dans la rhétorique d'opposition. C'est pas très constructeur. Au final, on voit bien que ça ne sert pas à grand-chose, on n'avance pas. Voudrait mieux chercher à rassembler plutôt qu'à se diviser en permanence. Oui, mais il faut encore les forces politiques pour le faire. C'est assez intéressant, cela dit, parce qu'on voit, puisqu'on parle du centre, il y a une radicalisation du côté de l'UMP. Fillon, qui vient de présenter son programme, qui est paru dans le Figaro Magazine, insiste beaucoup sur l'immigration. Sarkozy le fait déjà dans tous ses meetings, Le Maire le fait. Il n'y en a qu'un qui dit, au fond, l'immigration n'est pas un problème, c'est Juppé. Donc le candidat du centre, ça pourrait en effet être Juppé, quoi. C'est absolument ça. Mais Juppé, il est en ce moment tellement auréolé de sondages sympathiques et qui, pour une fois, depuis le début de sa carrière, disent que finalement il serait sympathique, qu'il ferait plus peur, qu'il serait même capable de sourire, il est au pays des bisounours. Il ne redescend pas de son nuage, Juppé, c'est extraordinaire. Oui, mais enfin, il exprime aussi une tendance un peu différente des autres. Enfin, ça prouve surtout que dans le monde politique, finalement, c'est pas ceux qui parlent le plus qui sont encensés, mais finalement ceux qui parleraient le moins. Il a probablement bien compris ça et il se met à l'abri de tout. Et finalement, c'est ce qui fait sa popularité. D'ailleurs, les gens les plus... Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, puisque justement sur l'immigration, sur laquelle Fillon et Le Maire et Sarkozy prônent une politique assez dure, lui, il est plutôt pour une politique ouverte. Donc c'est pas son risque vis-à-vis de l'électorat de l'UMP. J'ai pas dit qu'il était muet. J'ai dit qu'il ne bavardait pas et qu'il ne s'intéressait pas finalement à ces discussions dont on pourrait éventuellement parler ici autour de cette table ou au bar. Il est vraiment sur des grands sujets, sur des grands thèmes, et il se tient à un positionnement stratégique, point, et sur des dossiers, des dossiers majeurs. Mais il ne concourt pas finalement à ce buzz où tout le monde parle de tout. Moi, c'est un peu ça l'idée que j'ai. Il prend de la hauteur. Il prend de la hauteur. Voilà. Pour l'instant, il semble un peu comme rester comme le candidat de droite idéal pour des gens de gauche qui, de toute façon, ne voteront jamais à droite. C'est exactement comme. C'est un peu le Rocard, alors. Voilà, comme quand les gens de la droite. Non, mais quand les gens de droite disaient le meilleur candidat, c'est Rocard, on leur dit mais c'est génial, vous allez voter pour lui. Ah ben jamais, nous on vote à droite. Donc, c'est pareil. C'est une très bonne analyse, je trouve, effectivement. Mais où sont les nouveaux leaders qui doivent émerger? La société aujourd'hui, on le voit bien, est en train de rejeter tous ces
ces gens. Il y a la garde. Oui, par exemple. Oui, mais enfin bon, Voilà, quand il suffit d'aller sur vous foutez Wikipédia de lui, et de alors. regarder la garde et on se dit voilà, il est dans le système. Quoi. Non, il faut que d'autres individus, femmes ou hommes, émergent de notre pays et représentent Mais ça enfin va venir. les Français tels qu'ils sont. Marmiton peut-être d'ailleurs, hein, futur leader. Mariton, pas Mariton, Mariton, pas c'est Marmiton. vrai. non. Autant pour moi. Enfin, il est dans la marmite aussi en même temps. Oui, voilà, j'ai le mot. Il est dans le chaudron. Marmiton, ça faisait pas très nouveau. Il est chauffé dans le chaudron, lui aussi. Justement, alors la semaine a été quand même marquée par l'affaire Fillon-Jouillet. Enfin, on ne sait pas si c'est Jouillet-Fillon, Fillon-Jouillet, on ne sait pas qui dit vrai, qui dit faux. Fillon fait un procès pour avoir l'enregistrement de l'interview de Jouillet par les journalistes du Monde, mais ça ne va rien apporter, puisqu'on sait à peu près ce qu'il a déjà dit aux journalistes du Monde. C'est encore une fois le discrédit de la classe politique. C'est monstrueux, mais qu'on arrête tout ça. Mais vraiment, moi je dis que ces gens-là aillent maintenant à la pêche, cultiver leur jardin et qu'ils laissent la place à des gens capables de pouvoir mener ce pays et au lieu d'être là à se gausser sur des choses absolument sans intérêt pour l'avenir du pays et encore une fois qui discréditent gravement le personnel politique dans son ensemble. Terrible. Mais le discréditer, ça voudrait dire qu'on a une image de la classe politique qui ferait autre chose que des luttes intestines au sein des clans pour la prise de pouvoir. C'est la politique. J'ai l'impression qu'on découvre l'eau chaude. Moi qui suis restaurateur, je suis Toi en qui es contact avec restaurateur. plein de gens avec lesquels j'ai l'occasion de discuter longuement. Je vous assure que les gens, ils en ont assez de tout ça. Ouais. Ils veulent voir émerger des leaders capables de gouverner ce pays. Ouais. Quoi. Mais que les gens en aient assez, moi je peux le comprendre. Simplement que les gens sachent aussi que c'est comme ça que ça fonctionne. Tu es restaurateur, je suis sûr que tu dois recevoir de temps en temps des députés, voir des gens qui ne sont pas forcément du même bord et qui discutent entre eux. Et de quoi ils discutent souvent, c'est l'échiquier politique local ou national. C'est choquant ça qu'un secrétaire général de l'Élysée reçoive un leader de l'opposition? Ah, moi ça me choque absolument pas. Moi, je ne suis pas choqué par ça du tout. Simplement qu'on ait une démocratie quand on apaisée. voit le fond de l'affaire après, alors bon, ils ont déjeuné ensemble au mois de juin, apparemment ils ne se sont rien dit. Puis après, il y en a un qui a reçu des journalistes. Et il semblerait qu'il y ait un quatrième homme qui soit allé dans le bureau, qui serait tout en haut de la pyramide de l'État et qui aurait dit ce que l'autre n'a pas dit. Enfin bref, c'est un gros Vous bordel. feignez de penser que c'est pas ça la politique. On a reçu notre ami Gad Albert la semaine dernière. Il s'est fait débarquer avec un bilan sublime, a-t-il dit. Il s'est fait débarquer après une période où il a vécu des choses extraordinaires. Et pourtant, ses amis politiques lui ont demandé de laisser la place à un autre. La politique, c'est ça. On feint de ne pas le croire et de ne pas le penser. Ne soyez pas surpris que parce que la politique c'est ça, malheureusement, les Français la rejettent. Et à un moment donné, il va falloir que ça bouge. Non, parce que ça c'est la politique, mais lorsqu'ils ont finalement les éléments du pouvoir, ils doivent pour le coup gouverner et être dans l'action. Et c'est des actions dont on doit parler. Après, la manière dont ils veulent accéder au pouvoir, on sait que c'est comme ça que ça se passe. Mais il y a une différence entre accéder au pouvoir, avoir le pouvoir, et avoir l'action du pouvoir. Et moi, je parle de l'action, et c'est ça qui m'intéresse, c'est l'action. Mais la manière dont on arrive au pouvoir, c'est ça, les gars. Cela dit, il n'y a rien de choquant à ce qu'un Premier ministre, enfin un ex-Premier ministre, déjeune avec son ancien ministre. Absolument. Vous pouvez retrouver un ancien collaborateur dîner avec lui. Non, le problème, c'est de savoir ce qui s'est dit pendant ce déjeuner, et si, en effet, Fillon a demandé d'accélérer les procédures contre Sarkozy. Mais maintenant, le mal est fait, parce qu'il n'y aura jamais... C'est impossible d'avoir la preuve de quoi que ce soit. Alors, on voit déjà que ça porte tort à Fillon, puisque dans les sondages, là, il est en train de baisser terriblement. Et celui auquel ça peut vraiment porter préjudice, c'est Jouillet, parce qu'il dit qu'il n'a pas dit. Si c'est sur les bandes, là, ça va être dramatique pour lui, quand même. Et au final, ce qui est terrible, c'est comme dans l'affaire Clearstream. Vous vous rappelez sûrement de cette affaire incroyable. Le mec qu'on vise, qui s'appelle Nicolas Sarkozy, parce que clairement, c'est lui qui est visé. Bon. Il a une capacité, lui, de jouer le billard à trois bandes de façon absolument extraordinaire. Dans l'affaire Clearstream, qui était normalement la mort assurée de Nicolas Sarkozy, il est devenu président de la République. Dans cette affaire où il est visé, puisque vous savez que derrière, il y a quoi? Il y a les amendes à l'UMP, il y a le financement de la campagne, etc. Et on s'aperçoit finalement, celui qui va porter le chapeau, à mon avis, c'est Hollande. C'est terrible. Donc, bon, voilà. Mais cette politique-là, mon cher Moustapha, moi, je n'en veux plus, j'en ai assez. Je n'ai pas dit que je la voulais, j'ai pas dit que je l'encensais, je dis que finalement, on a l'impression de découvrir le monde politique
Or, en réalité, c'est celui-ci, et que ça soit sur le plan local que sur le plan national. Il y a des luttes de pouvoir, c'est le chemin qui mène au pouvoir. La CFOA2 de l'élection de la Oui, justement, parce qu'elle est un peu plus jeune que nous tous. Ah bon? Pas beaucoup moins que moi. Non, pas beaucoup moins que vous. C'est vrai, je trouve ça assez désolant, et même justement pour les jeunes de voir qu'il n'y a pas d'intégrité, qu'il n'y a pas d'honnêteté. Alors on sait bien que la politique n'est pas le vivier de ces valeurs-là, mais Mais il n'y a pas d'honnêteté, cela dit. On pourrait dire le contraire. On pourrait dire qu'après tout, Fillon, il voudrait que la vérité soit établie sur les comptes de l'UMP et que c'était plutôt honnête de sa part. C'est vrai. Mais de là, passer par ce genre de moyens, chercher à interférer sur le pouvoir judiciaire, c'est pas la bonne façon de faire. Après, ce genre de bassesses sont quand même relativement propre à l'UMP, il y en a eu nécessairement avec le PS, mais je dois dire que l'UMP excelle en la matière. Est-ce que ce qui vous choque pas le plus, moi c'est ce qui m'a presque choqué le plus dans cette affaire, c'est qu'un ancien Premier ministre et un secrétaire général de l'Élysée puissent avouer comme ça qu'on peut agir sur la justice que je croyais moins indépendante jusque-là. C'est parce qu'au fond, si ce qui s'est dit, on dit qu'il s'est dit est vrai, c'est que le Premier ministre l'ex-Premier ministre demande d'agir sur la justice, demande que le pouvoir exécutif agisse sur le pouvoir judiciaire. Ce qui est quand même... Non, je pense que croire qu'il y a une réelle indépendance, ça relève de l'utopie. Ah oui. Je pense qu'il y a nécessairement des interférences et des moyens de pression qui ont toujours été mis en place. Je pense qu'à certains moments, c'est mieux caché qu'à d'autres. Et en l'occurrence, ça a fuité et c'est ce qui va leur nuire. Mais... Le discrédit. Vous pensez qu'il y a un cabinet noir à l'Élysée, en fait. C'est ça, si j'ai bien compris. Cabinet noir ou pas, je pense que de toute façon... Non, il n'y a pas plus de cabinet noir actuellement. Il n'y en a pas plus. J'ai dit il n'y en a pas plus, mais il n'y en a probablement pas moins actuellement qu'il n'y en a eu. C'est vrai que l'indépendance de la justice, on la prône tous, on en rêve tous. Simplement, les magistrats du parquet sont sous l'autorité d'un ministre. Oui, ce ministre, que ça, de bouger la justice. Ce ministre, il est sous l'autorité d'un président de la République, donc sous une autorité politique. Donc c'est vrai que... enfin, très honnêtement, on a quand même une preuve très honnêtement, quand ça commence de l'indépendance de la Ah. justice avec ce qui tombe sur Sarkozy. Il a été président de la République, il avait tout le poids. On a bien vu que lui s'est attaqué aux juges et que les juges lui rendent bien. Ouais, c'est ça. C'est une opposition frontale. Donc la justice est beaucoup plus indépendante qu'on ne le croit. Et franchement, on a une justice en France qui fonctionne remarquablement bien. Après, on peut penser ce qu'on veut des différents gardes des Sceaux dont on hérite, qui sont quelquefois curieux. Mais en attendant, la justice, globalement, les juges, les magistrats font tous leur boulot remarquablement bien. C'est ce que je crois. On a une très bonne justice. C'est ce que je crois. Le mur des cons, excusez-moi. Ouais, mais ça que des syndicalistes d'extrême gauche fassent, ils sont indépendants. Se conduisent très mal, c'est une chose. Ils sont indépendants, mais ils ont indépendamment leurs opinions. Ils sont indépendants, mais ils ont indépendamment leurs sentiments. Ils se sont sentis un peu agressés. C'est vrai que c'est un peu leur manière à eux de lui renvoyer l'appareil. Où est le vrai leader l'indépendant capable d'amener ce pays à la réussite? Est-ce qu'il faut un vrai leader? Marmiton. L'histoire du monde a démontré que ce sont de grands leaders qui font la civilisation. Toujours on reste dans les cuisines, hein. Avec vous, Jean-Luc. Il y a trois députés ou sénateurs UMP qui auraient un compte en Suisse. Alors, c'est assez amusant parce que ça vient exactement la même semaine que la semaine où se dévoile l'affaire Jouillet-Fillon, mais comme par hasard peut-être. Mais en même temps, si c'est prouvé, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent démissionner, on doit les poursuivre. S'il y a des preuves flagrantes, il faut qu'ils s'en aillent, comme M. Cahuzac est parti, comme M. Thévenoud est parti. Enfin, non, il n'est pas parti, Thévenoud. Non, il n'est même pas parti. Quelle honte. Il y a quand même une chose, c'est redondant avec le sujet précédent. Ils ont été élus, d'une part. D'abord, on ne sait pas encore si c'est avéré. On ne sait pas si c'est avéré ou pas. Bon, et puis voilà, après, c'est pas non plus une affaire d'État. Enfin, je veux dire que 3 types sur 577 et cacher de l'argent ou pas, oui, c'est pas capital. Il y a beaucoup plus grave. C'est pas capital, mais enfin, individuellement, c'est quand même scandaleux, non? Oui. Quand il y en avait un, et il était de gauche ou il était Parti socialiste,
c'était scandaleux. Non, mais il était Aujourd'hui, ministre. il y en a Il trois. était ministre. C'est complètement Oui, différent. Il était enfin, ministre du budget. Alors eux, il ils sont était en juste charge. députés. Non, Il était politique, en non, mais charge. ça n'a rien à voir. en Ministre charge. du budget et député, c'est pas pareil. Ah bon, D'un donc côté comme donc de il y a une l'autre, hiérarchie à la D'un fraude. côté comme de bien Ça l'autre, veut dire c'est qu'il y a une immunité indéfendable. à la fraude. Mais Je bien suis sûr. ministre, je ne dois pas Mais frauder. bien sûr. En revanche, si je suis que simple député, je peux me peux. permettre de frauder un peu. C'est moins grave, mais d'abord, on pas ne tout à sait fait la pas. conception On ne sait qu'on a. pas. Non, mais le ministre, il est avéré qu'il c'était un truand. Ça, c'est sûr et certain. Là, il y a des suspicions, comme par hasard, qui arrivent en disant, tiens, ces trois-là, ils sont tous les trois en train de dire, on a déclaré cet argent et je vais le prouver. Et c'est ton ancien ami, puisqu'il était dans le foot, ton ami Brochant. Oui. Hein bon, ben, qui a 1 million Je n'ai d'euros. pas que des amis dans le foot. 1 million d'euros en J'ai des Suisse, amis il dit également, je l'ai déclaré, il n'y a rien de caché. On va voir si c'est vrai ou pas, mais voilà, en attendant, Non, là où je te rejoins. on peut aussi avoir une certaine présomption d'innocence, voilà, parce qu'on c'est ça. sort comme ça. Bien sûr, non. Non, mais ça, on est trucs d'accord. appelés, Là où je te si rejoins, jamais c'était Voilà. avéré, voilà. Ah oui, bon, on Voilà. serait les Là où je te premiers à se rejoins, c'est la scandaliser. présomption Voilà. d'innocence. On va donc attendre que la justice, qui est indépendante, fasse son Absolument. travail indépendamment et sorte les affaires finalement. Mais là où j'avais cru comprendre que finalement il y aurait une immunité graduelle en fonction du poste qu'on en aurait, là je te rejoins pas. À un moment donné, il y a quand même. Il n'y a pas d'immunité, Ah. mais quand on est ministre, on se doit d'être encore Quand plus on est- exemplaire, quand on est en surtout charge- ministre du budget. Enfin, je veux dire, Et Quand on surtout est en charge de les la fraudeurs, oui. Voilà, Quand c'est- on est c'est quand même- quand on est en charge du collectif. Je pense que la réaction de Jean-Charles, elle est assez symptomatique du fait qu'il y a une forme de normalisation justement dans de la fraude. société, exactement, de la fraude parmi les politiques. On la condamne moins, Bah on oui, se met voilà, à la c'est comme tolérer. ça. Il y a une forme de résignation qui conduit. Tu es résigné, Jean-Charles. Mais non, mais c'est parce que la France est un pays de fraudeurs. Tout le monde fraude, tout le monde essaye de. Non, c'est parce qu'ils sont à l'UMP, c'est pour Non, ça. mais- qui est à l'UMP Un les peu de- trois truands Un peu de. Mais moi, je pense que les politiques devraient beaucoup plus s'intéresser, mais les médias aussi. Il y a un sujet, mon cher Patrice, que tu as soulevé qui me paraît extrêmement important, c'est l'économie de partage, par exemple. Là, les politiques, normalement, devraient pouvoir intervenir, parce qu'on est en train de foutre par terre toute une économie. Donc, à un moment donné, là, les politiques devraient Alors, prendre l'économie ce de partage, dossier. il faut dire un mot de ce que c'est. On le voit avec, par exemple, le covoiturage, c'est-à-dire qu'on partage la même voiture, mais ça existe aussi, on peut trouver des logements pour les routards, par exemple, des logements gratuits, on peut manger gratuitement. On partage la musique, alors ça c'est assez courant maintenant sur Internet. C'est vrai que c'est une économie qui naît d'Internet et qui fait qui est une économie un peu parallèle à l'économie nationale. Vous la craignez et c'est une grande tendance. Alors, nous, sur le plan de notre secteur d'activité, on craint ça comme la peste. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut se transformer en hôtelier. J'ai 2 chambres, je Oui, les c'est loue. ça. N'importe qui, votre voisin, peut se transformer en restaurateur. J'ai une grande table, j'accueille 6 personnes, ils payent chacun leur éco, et vas-y. Et ce sont des concurrents directs dans notre secteur d'activité. Sauf que les hôteliers professionnels ou les restaurateurs professionnels sont soumis, évidemment, à des règles, à des taxes, à des charges sur les salaires, etc. Et évidemment que nous sommes là dans une situation extrêmement dangereuse. Alors, de 2 choses l'une. Ou bien on autorise cela, et auquel cas il faut évidemment complètement mettre les restaurateurs au même niveau que l'indépendant qui va louer sa chambre dans la maison, ou bien l'inverse. C'est évidemment plutôt l'inverse qui va se passer, bien évidemment. Mais là, le politique doit avoir une vraie vision de la situation, parce que nous, sur le plan de notre secteur d'activité, on est en train de tuer un pan entier de l'économie, et c'est extrêmement grave et dangereux pour toute la suite qu'on va donner à nos métiers, restaurateurs, cafetiers, hôteliers, etc. Et donc là, le politique, bizarrement, ne réagit pas. Et pendant ce temps-là, le système de marchands par Internet, moi je vois, pour prendre un exemple très simple, d'un site Internet de commentaires dont je ne citerai pas le nom, américain, qui fait 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 5 ans, dont 1 milliard d'euros de profit, sans avoir versé 1 centime de taxe à la France, je dis au secours. Et que fait le politique ? Rien. Et dont les commentaires sont assez bidons, paraît-il. Mais bien sûr, bon voilà. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Simplement, un autre système de réservation par Internet, le plus grand du secteur, est devenu aujourd'hui la plus grosse usine à cash du monde et a doublé en cash ce que faisait Apple. Bon, à un moment donné, il faut quand même que le politique s'intéresse au sujet, parce que sinon, on va tous crever. Sinon, vous pensez que justement les artisans que vous représentez, tout ça, c'est la fin de... Mais bien entendu. Donc déjà, on est dans une situation extrêmement précaire. Je ne vais pas vous donner le taux de suicide des restaurateurs et des hôteliers en ce moment, mais il est comparable à celui des gens qui travaillent dans le domaine de l'agriculture, voire même des policiers. Donc
Voilà ce qu'on attend de nos personnels politiques, femmes et hommes, droite ou gauche, peu importe. Et ils font quoi? Bah rien. Un mot, peut-être, Sephora, là-dessus, sur le partage, parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on voit dans l'université, enfin, on partage la musique, on partage les films, c'est quelque chose que vous faites et que vous comprenez? Alors c'est vrai que j'avais jamais en fait abordé le problème sous cet angle. L'angle tout à fait. Des gens qui travaillent, oui. Non, pas des gens qui travaillent. Je pense avoir suffisamment travaillé pour me faire une idée de cette façon-là. C'est l'angle de ceux qui en sont les victimes. Mais qui peuvent exactement, en être les victimes, exactement. Les dommages collatéraux. Ben, je comprends. Et j'avais jamais vu ça sous cet angle-là. Moi, j'avais plutôt abordé le sujet avec une vision plus idéaliste, en me disant que d'un monde très individualiste, une économie un peu parallèle, exactement, et assez solidaire. Voilà, par solidarité, on arrivait à affronter la crise qui nous touche plus ou moins tous, mais quand même. Et pourquoi avoir une voiture si on peut en avoir une exactement. à 4, voilà. Et je trouvais que c'était rentré dans une dynamique c'est vrai. plus humaniste. Mais pour le coup, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et là, en l'occurrence, les intentions sont louables. C'est-à-dire que l'idée, c'est on est en période de crise, donc on ne peut pas tout acheter. Donc on peut éventuellement partager. Mais c'est vrai que si on partageait tout, derrière ça, il faudrait soit tout déréglementer. D'ailleurs, c'est le sujet. Je croyais que vous alliez parler de sexe, non? Non, ça il faut tout partager, donc faut vous tout allez partager, dire. Patrice. Non, mais en revanche, ça me fait penser également à l'histoire de la déréglementation des professions qui sont citées, les professions libérales en l'occurrence, donc la pharmacie, les notaires, etc. Donc on est dans une société où on cherche finalement des solutions. On pense que celle-ci en serait une. Et là, pour le coup, on pourrait déréglementer. En clair, tout le monde pourrait être pharmacien, tout le monde pourrait être notaire, de la même façon qu'on pourrait être tous restaurateurs ou hôteliers. Alors c'est vrai que l'intention est louable, mais c'est vrai que probablement qu'on irait vers un enfer programmé. Et surtout, quand on disait que les politiques ne s'attaquaient pas au problème du partage, si, ils s'attaquaient au partage. Sauf qu'ils partagent entre eux, d'après ce que j'ai compris ce matin. Mais bien sûr, mais c'était... On peut faire quelques... On a le droit d'être on peut se marrer un peu ici quand même de temps en temps sur des sujets aussi sérieux. Mais bien évidemment que je ne pense pas, comme je viens de le dire, mais c'était juste pour la boutade. Mais c'est vrai que l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire que globalement, on vit quand même dans une société. Donc vous êtes déjà deux contre Sephora. Alors, je suis pas contre. Je suis pas contre. Je suis ravi que Sephora découvre une autre façon de voir le problème. Et encore une fois, on attend des politiques cette vision. Au fond, il y a le mythe de la gratuité derrière ça. Tout ça m'inquiète beaucoup parce qu'au-delà des règles, bon, c'est pas très grave parce que j'espère que tu fais la différence quand même et que c'est très bon chez toi et que c'est meilleur que chez moi si j'ouvrais un restaurant en 3 minutes. Donc, tu vas survivre grâce à la qualité de tes plats. Et moi, grâce à la qualité de mes livres, là, si on fait du bon boulot, on s'en sort. Mais sinon, c'est quand même une économie qui tourne vers la décroissance totale. C'est-à-dire que dire aux gens, n'achetez plus de voitures, n'achetez plus de livres, n'allez plus au cinéma, partagez les choses, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de boulot pour personne. C'est-à-dire que là, c'est un changement de société absolument total. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Et les journaux qui passent leur temps à dire, on a une bonne idée pour vous faire économiser de l'argent. Alors, au lieu d'acheter un truc plein pot, mettez-vous à 4 pour acheter une demi-baguette, et puis comme ça, il n'y aura pas du tout de gâchis, etc. Mais c'est lamentable, parce que c'est là où tous les jours, les commerces et tout le monde va crever. Sauf les pharmaciens, parce que tout le monde sera en dépression. Voilà, exactement. Oui, mais on va avoir les médicaments dans les hypermarchés. Cette idée de la décroissance absolue est une catastrophe. Bien sûr, les hypermarchés, je rebondis, parce que tout ça est lié à l'absence totale de vision de nos leaders politiques. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans la grande distribution. Vous voyez fleurir des drives partout. Bon, la grande distribution, on le sait tous, est en train de se tirer des balles dans le pied tous les matins. Pourquoi ? Parce que le fait de mettre des drives, il y en a sur la National 10, là en ce moment, qui se mettent partout, c'est quoi ? C'est de pouvoir étendre la surface de commerce sans passer par la CDEC. D'accord ? C'est tout bête, hein ? Mais encore faut-il que les Français le sachent. On met des drives partout parce que ça permet d'augmenter les surfaces de vente des magasins sans passer par les CDEC. Mais c'est extrêmement dangereux parce que les CDEC, c'est la commission départementale qui autorise ou pas l'agrandissement ou la création de mètres carrés de commerce. C'est extrêmement important. Or, vous voyez bien que là, nous sommes en train aussi d'entrer dans un système qui va être catastrophique. Pourquoi ? Parce que d'abord, il se trouve que le drive répond à une demande des jeunes couples, par exemple, qui n'ont pas le temps d'aller faire les courses, remplir les caddies, machin. Donc, on va dans les drives, allô, machin, on va prendre la voiture, c'est fini. Et qu'est-ce qui se passe ? Évidemment, c'est pratique en même temps. Oui, bien sûr que c'est pratique, sauf que petit à petit, le nombre de passages dans les grands hypermarchés diminue.
Et par-dessus le marché, ça fait diminuer aussi le passage dans les galeries commerciales dont les propriétaires font payer des loyers fort chers, à la limite du racket. Et donc, automatiquement, qu'est-ce qui passe aujourd'hui? Il se passe que nous avons une dégringolade de fréquentation dans les centres commerciaux, dans les hypermarchés, qui va au détriment des locataires qui sont là et qui sont aujourd'hui étranglés parce qu'on a mis des drives dans tous les sens. Eh bien, là aussi, le politique n'a rien fait. Alors qu'il suffisait simplement qu'ils disent, attention, la construction des drives est également soumise à la CDEC, à la commission départementale, et dans ce cas, nous aurions freiné un système qui va conduire et les hyper et les centres commerciaux à la catastrophe dans un calendrier qui va probablement être entre 5 et 10 ans. En fait, c'est extrêmement grave. Non, je réglemente rien. Je dis simplement que les hommes politiques et les femmes politiques doivent prendre conscience des choses qui sont en train de se passer, et je ne demande pas à ce qu'ils légifèrent. Je demande à ce qu'ils aient une vision, parce que ce qu'on attend des gens de la politique, c'est qu'ils nous conduisent vers le succès, non pas vers l'échec. C'est tout. Un bémol, Jean-Luc, c'est que la nature a horreur du vide. Ce que tu es en train de dire est vrai, c'est-à-dire que finalement... Enfin, on n'est pas obligé de mettre des supermarchés partout, il y a du vide. Hein. Ça veut dire... Je finis mon raisonnement. Monument culturel. Jean-Charles, je finis mon raisonnement. La nature a horreur du vide. Ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire que finalement, la visibilité des produits de ces mêmes supermarchés va diminuer. C'est-à-dire que finalement, toutes ces têtes de gondole qu'on a mises pour attirer le chaland, toutes ces promos internes pour attirer le chaland, toute cette animation dans les supermarchés pour attirer le chaland, ça n'aura plus d'utilité. Donc du coup, la consommation va baisser également dans ses propres supermarchés. Donc les gens achèteront probablement aussi ailleurs. Et ce qui est terrible, c'est que les patrons des supermarchés savent très bien qu'ils sont en train de se tirer des balles. Probablement. C'est en ça qu'ils sont pris dans un système. Pour une raison simple, c'est que, encore une fois, la société, représentée par le pouvoir politique, c'est son boulot, n'a rien vu venir. Pas plus d'ailleurs que nous avons vu venir les sites de réservation d'hôtels et de restaurants par Internet, et on se tire des balles dans le pied tout le temps. Et qu'est-ce que ça amène? Ça amène évidemment une diminution des marges partout. On veut du moins cher. Très bien, mais à partir du moment où les entreprises travaillent à perte, elles meurent. Eh bien, on est en train de faire mourir les entreprises. De voir aujourd'hui une grande partie de l'économie en train de mourir, et ça, c'est gravissime. Alors, on va parler de mort, justement, mais enfin, de mort qui va nous ramener plutôt vers le passé. Là, on était vers un avenir qui n'est pas très enchanteur. On va regarder un passé qui n'était pas très gai non plus. C'était celui de la guerre de 14. On fêtait le centenaire de la guerre de 14 avec des commémorations. Il y a une commémoration, par exemple, à Montigny-le-Bretonneux. On regarde et puis on en parle après. À Montigny-le-Bretonneux, la commémoration de l'armistice rassemble aujourd'hui, peu importe la génération, une seule chose compte, le souvenir. Mélier Albert. Mort pour la patrie. Saboureau Jean-Marie. Mort pour la patrie. Cette année, 250 élèves participaient à la cérémonie. Pour rendre hommage, des lectures de textes, Sarah, elle, a lu la lettre écrite par un enfant pour son père sur le front. Nous nous inquiétons beaucoup car depuis le 17 avril, nous n'avons pas de nouvelles de toi. Et malgré leur jeune âge, le devoir de mémoire semble bien assimilé. C'est très important parce que y en a qui ont fait la guerre, ils se sont battus pour Montigny, la France, et on a besoin de leur rendre hommage pour tout ce qu'ils ont fait. La guerre 14-18, c'est un symbole, c'est important pour nous. Mourir pour la France, c'est quelque chose et c'est pas comme jouer ou... Se rappeler de ces morts, mais aussi et surtout prévenir les générations futures. Ce qui s'est passé auparavant nous permet de mieux affronter l'avenir avec peut-être en modifiant certaines erreurs. La seule chose que j'avais retenue lorsque j'étais petit, c'est que le vin était gelé durant la guerre et qui découpait le vin à la hache. Et quand on est enfant, ça surprend. Après les dépôts de gerbes devant le monument aux morts, les enfants entonnent la Marseillaise. Émus, les représentants des villes jumelles de Grande-Bretagne et d'Allemagne ont assisté à la cérémonie. C'était très très impressionnant parce que nous on ne connaît pas ça. On ne fait pas de telles cérémonies chez nous. Les cérémonies pour les morts qui sont tombés dans les guerres, ça se déroule presque dans la clandestinité. C'est impressionnant pour nous et très très émouvant, surtout quand on a vu les petits là qui chantaient la Marseillaise. Là. Enfin, direction l'ancienne mairie pour se recueillir une dernière fois devant la plaque des instituteurs. Ici, on chantera une fois encore l'hymne national, cette fois
à la demande des enfants. Sephora, ces commémorations, ça vous touche, ça vous dit quelque chose ? Ça me touche, d'autant que j'ai été militaire 3 ans, donc je suis pas forcément, représentative d'une jeunesse normale, on va dire. Donc oui, nécessairement, j'en ai fait des cérémonies sur la place. Vous avez été quoi dans l'armée alors ? J'ai été hôtesse de l'air dans un escadron un peu spécial qui était dévolu aux convois gouvernementaux. Donc, c'est pas vrai. Oui. Donc c'est pour ça que oui, ça me touche vraiment. Je pense être patriote comme un jeune. Et c'est vrai que j'y porte une attention particulière. Mais ça va ? Alors c'est vrai que c'est émouvant, d'abord parce que j'y étais. J'y étais pas en 14. Pas à la guerre, pas en 14. Pas en 14. Je connais maintenant. Vous disiez que vous étiez presque aussi jeune que je te vois venir, tu as vu de très loin. Non, pas en 14. Mais par contre, j'étais à Trappes pour la commémoration du centenaire du début de la guerre 1914. Donc j'y étais. C'est vrai que c'était un moment très très émouvant. D'ailleurs, on a par la même occasion célébré le centenaire de la mort également de Jaurès. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de contre-commémoration, puisque c'est la statue de Jean Jaurès qui était contre la guerre de 14, qui a été inaugurée à Trappes, enfin qu'on a vu à Trappes. Donc, est-ce que il y a encore ce débat entre les militaristes, les antimilitaristes ? Est-ce qu'il ressurgit encore aujourd'hui ? En fait, le débat est clos. Jaurès était contre cette guerre. Il a eu raison, puisqu'aujourd'hui, la guerre étant finie, on est tous d'accord pour dire qu'il ne la fallait pas, sauf qu'il a fallu en passer par là. Et c'est un peu la réflexion que certains ont, c'est de dire, même dans des périodes d'instabilité ou de grogne sociale, comme on peut les vivre aujourd'hui, on sait tous que ça passe par l'apaisement, on sait tous que ça passe par la discussion, on sait tous que ça passe par le débat. Et d'autres pensent que ça doit passer par l'affrontement. On le voit. Est-ce que vous n'êtes pas frappé ? Parce que moi, ce qui m'a un peu déçu, enfin, dans ce centenaire, au fond, c'est le centenaire de la guerre, c'est qu'il n'y ait pas eu de vraie commémoration européenne. C'était le moment de faire quelque chose de commun. Alors, pour le coup. On a fait Rosetta, c'était formidable. Mais on aurait pu commémorer aussi les morts ensemble. Pour le coup, à Trappes, c'était peut-être pas le lieu. Mais c'est vrai que Hollande l'a faite. La commémoration mais il n'y avait pas de chef d'État. On n'est quand même pas obligé de tout mettre à la sauce européenne. Je veux dire, la guerre de 14, la guerre de 14, c'est quand même aussi une guerre qui s'est passée en France. C'est quand même pas l'oublier. Ça s'est pas passé en Europe, à l'autre bout. Principalement quand même en France, la guerre de 14. Tout le monde était impliqué. Et donc on peut de temps en temps faire un événement et commémorer un événement. J'allais dire, vous allez vous foutre de moi, mais presque entre nous. Enfin, je veux dire, voilà. L'Europe, c'est aussi une réponse à la guerre. Voilà, c'est ça. Oui, mais ça, c'est un peu la tarte à la crème. Non, c'est pas la tarte à la crème. C'est la raison même d'être de l'Europe. S'il y a un seul engagement à avoir pour l'Europe, c'est celui de la paix. Non, mais cela dit, que l'Europe se manifeste en 2018, parce que là, c'est déjà quand même très curieux de commémorer l'entrée en guerre. Alors d'abord, en se trompant de date, parce que l'entrée en guerre, c'est au mois d'août, et là, on commémore la fin de la guerre, le 11 novembre, mais le 11 novembre, 4 ans plus tard. Donc il y a une espèce de mélange pour les enfants qui doit être total. Qu'est-ce qu'on commémore ? Commémorer ne veut pas dire valider. Commémorer, c'est dire comment ça... Commémorer, c'est vrai que c'est le 11 novembre. Commémorer, ce n'est pas valider, c'est juste se souvenir. Le 11 novembre, c'est 18. Le 11 novembre 14, c'est quoi pour toi ? C'est rien. Il ne s'est rien passé le 11 novembre 14. Moi, non, mais pour personne. Le 11 novembre, c'était avant le 12 et après le 13. Enfin, oui, mais enfin, dans ce cas-là, dans ce cas-là, la révolution de 1789, il fallait commémorer le 8 août. C'est le 14 juillet, c'est des pétards à mèche. Non, il fallait commémorer le 8 ou le 21 août, je ne sais plus exactement. Bon, c'est tout. Et puis on commémorera le 11 novembre 2018. Et là, avec l'Europe, ça aura du sens. Probablement qu'on pourrait discuter sur les dates, mais ce qui est important, c'est de commémorer une date, un anniversaire, pour se souvenir de comment ça s'est passé, comment ça s'est produit. Et d'ailleurs, le fait que ça soit concomitant, d'ailleurs, en même temps, il est mort à ce moment-là. C'était difficile de commémorer deux choses différentes. Oui, Jaurès, c'était autre chose. Je parle de Jaurès. C'est une manière de se souvenir aussi comment ça a commencé. Se souvenir comment ça a terminé et se dire que c'est fini en 18, c'est important. Mais c'est bien aussi de savoir comment ça a commencé. Surtout que c'est pas fini en 18 en réalité. Sinon, ça n'a pas fini en 18. Faites-nous une petite commémoration. Un mot rapidement, parce qu'on a 3 sujets encore à aborder. Très vite. Cette année, 2014, on a été quand même très largement servi par les commémorations, l'une chassant l'autre. À un moment donné, il faut se dire, bon, très bien, le passé c'est important.
respecter les femmes et les hommes qui sont morts sur les champs de bataille pour défendre les valeurs de leur patrie. J'ai bien compris que vous étiez patriote et c'est bien, je vous félicite de ça, parce que tous les jeunes ne le disent pas aussi franchement que vous. Bon, c'est bien, mais bon, une fois par an, ça va, quoi. Il fallait occuper le président. Oui, alors, oui. c'est ça qui était... Il y a une stratégie de communication aussi dans la commémoration, probablement. Je vais parler du président. Mais il y avait une stratégie de communication. Ça l'a visiblement servi. Mais quand même, je voudrais revenir à Jean Jaurès, et par rapport à ce que nous disions tout à l'heure, à propos de la vision parce que je voudrais ça prend quelques secondes, mais je vais vous lire ce que Jaurès écrivait dans la dépêche. Juste 2 secondes. Dirige celui qui risque ce que les dirigés ne veulent pas risquer avec leur épargne. Écoutez bien cette phrase. Et il y en a d'autres derrière, je ne vais pas vous les lire. Mais Jaurès avait quand même une vision assez extraordinaire de la société en 1890. Il est assassiné en 1914. Et relisez bien ce qu'a écrit Jaurès. D'abord, ses œuvres, et ensuite ses articles. C'est un socialiste. Eh bien, il avait une vision totalement pro-entreprise, dirait aujourd'hui Monsieur Valls. Il l'avait déjà, lui, en 1890, et malheureusement, il n'a pas suffisamment été écouté. Pro-européen. Il était assez écouté pour être assassiné. Et voilà. Alors, très vite, je vais vous dire 3 mots, et on va aller très vite sur chacun de ces sujets. Les JO, alors Hollande dit, voilà, ça serait bien d'organiser les JO en 2024. La maire de Paris a l'air un peu plus réticente. Est-ce que ça serait... C'est par exemple grâce aux JO que le vélodrome de Saint-Quentin existe. Bonne chose ou mauvaise chose il faut y aller ou il faut faire des économies, se dire c'est dangereux? C'est toujours une bonne chose d'avoir ce type d'événement, à condition que ça ne soit pas un fiasco financier non plus et qu'on n'ait pas la démesure. Le vélodrome, c'était prévu à 70 millions d'euros. Probablement qu'on a atteint les plus de 100 millions. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça rapporte, et donc en termes de rentabilité, même si on a bien compris la dernière fois qu'une dette devait être associée à un actif, sauf que si l'actif est mort et n'est pas rentable, par définition, c'est plus une dette. Pour le coup, c'est une perte. Mais ça reste un événement important. Et Mustapha, on est vraiment l'exemple là, qu'à partir du moment où on parle de grands événements sportifs, on parle que de fric. Oui. Ça suffit, quoi. Oui. Bon, c'est autre chose qu'on fasse des Jeux Olympiques et qu'on dégringole un peu les exigences financières. Ça suffit. Je vous rappelle quand même que les grands événements donc ça serait un événement qui serait important. Attendez, les Jeux Olympiques qui sont nés, vous le savez, dans l'Antiquité, dans la culture grecque d'ailleurs, étaient faits d'abord pour que les peuples puissent s'affronter pacifiquement sur les stades, et ça occasionnait une trêve absolue. Plus personne ne se battait pendant les Jeux Olympiques. On n'a plus qu'à attraper le tigre qui est en liberté pour le remettre dans l'arène. Oui, mais aujourd'hui, moi, je préfère que les peuples se battent sur les stades qu'avec des tanks. Et donc, à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter de ne parler que d'argent lorsqu'on parle d'événements sportifs. Il faut parler de sport et d'affrontements sportifs. Oui, moi, je trouve que des gros événements, la politique des gros travaux, des grands travaux, ça peut avoir du sens économiquement sûrement. Donc ça, c'est le côté économique. Sinon, le côté un peu troublant, c'est que ça a encore une fois une parole du président qui a discrédité la fonction, c'est-à-dire qu'il est traité comme un moins que rien par Anne Hidalgo qui doit me dire rien ni personne ne me fera changer la vie. Elle parle du président de la République. Mais jamais personne n'aurait osé faire la même chose avec un président précédent ou n'importe lequel des autres présidents. Et là, on se moque d'Hollande et tout le monde, ça fait rire tout le monde, mais c'est tragique. Le sport pour le sport, c'est vrai, il faudrait y revenir. Malheureusement, c'est pas la tendance actuelle. Il faut quand même savoir qu'à Athènes et à Londres, on est sur du 10 milliards de dépenses publiques pour des recettes élevées à 2 milliards. Donc je pense que oui, les JO, ce serait bien, mais pas pour tout de suite. Alors, un nom aussi qui a beaucoup fait l'actualité, qui est à Versailles aujourd'hui, c'est Nabila. Victime, coupable, qu'est-ce que vous en pensez? Victime de sa célébrité, c'est à l'évidence une petite musique, enfin en tout cas une musique un peu simplette. Nabila, elle n'est pas non plus jetée comme ça en pâture dans la presse people, dans un univers qui est très difficilement... Mise en vedette, enfin aussi, par rapport à des émissions, très difficilement maîtrisable, etc. Elle était sûrement fragile avant, c'est sûrement pour ça qu'on l'a choisie comme vedette de télé-réalité, parce qu'elle avait un peu quelques failles psychologiques qui du coup sont amusantes dans une émission. Non mais c'est amusant dans une émission, quelqu'un qui va péter un câble, on le sait. Si les gens étaient parfaitement équilibrés, ils ne seraient pas candidats dans des émissions de télé-réalité. Donc elle est victime de son... Séverine vous a fait rêver ou pas? Non, je dois dire qu'elle m'a pas fait rêver. Justement, je trouve ça dommage qu'il y ait un tel engouement en fait autour de Nabila, parce que ce qu'elle véhicule
comme image de la femme, comme image de la jeunesse, c'est un peu dommage. Il y a des gens qui s'identifient et qui devraient pas. C'est pas un joli modèle. Après, ce qui est quand même assez symptomatique, c'est que tout le monde la connaît quelque part, parce que justement, on la voit à la télé, réalité et tout. Donc, il y a une forme de familiarisation. Et aujourd'hui, on la prend en sympathie et on la prend en pitié presque. On dit, oh la pauvre, elle est écrouée, elle a poignardé son copain, c'est vraiment, elle a pas de chance. Bon, elle l'a quand même, si tant est qu'elle l'ait fait, elle l'a quand même planté. Donc, et ça, après, on en saura un peu plus sur comment. Ça là-dessus, il y a deux choses qu'on peut dire. C'est qu'elle a utilisé a priori un petit couteau. Elle aurait éventuellement planté ce couteau, sauf que c'est au juge de trancher. C'est elle qui a tranché, visiblement. Enfin, c'est un fait divers banal avec des gens sans intérêt. Et on en fait des grands sujets d'information au même niveau que la façon dont on traite l'Europe. Vous savez que les émissions de télévision qui en parlent font des scores d'audience terribles. Sur la tête. Non, mais c'est incroyable. Je sais que même Radio Classique a relayé l'information. Oui, tout le monde en parle. Tout le monde en parle. C'est une information. Je ne sais pas si c'est entre guillemets, je sais pas si c'est important. Cela étant, c'est vrai que c'est croustillant et les gens aiment aussi. C'est pour ça que la Presse People fonctionne bien. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de reportages sur ce type de personnages. Et en même temps, Nabila, elle est dans la lumière. Bon, aujourd'hui, on l'a mise à l'ombre. Et c'est vrai que c'est un peu tous ces contrastes. C'était pas une lumière, cela dit, donc elle est maintenant à l'ombre. Ils l'ont mise à l'ombre. Et ben on va conclure sur ces mots-là. Merci infiniment à tous les quatre de ce tour d'horizon de l'actualité. On se retrouve dans 15 jours pour un prochain PAF. Merci beaucoup, Séphora. Merci à vous, merci Patrice. À très vite, donc pour un prochain PAF.